C'est un livre qui est paru en 2011, tout d'abord, mais il a été revu et corrigé, disponible à nouveau dans toutes les bonnes librairies. Très content de parler avec Isabelle Doré, qui est autrice de plusieurs romans, dont Mathilde Brabant. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ça a été pour vous un élément essentiel, ou plutôt c'était essentiel de le relancer, ce livre-là, de le revoir et de le corriger? Et est-ce que je vais vous répondre la vérité? Oui, toujours. Juste la vérité. La vérité étant que, dans un premier temps, ça a été édité chez Michel Brûlé. Ouais. Michel Brûlé n'a jamais lu Mathilde Brabant. Maintenant, il est un peu trop tard. Ouais. Et puis, il n'a pas fait beaucoup d'efforts à l'époque pour... je n'étais pas dans ses préférés, là, dans son écurie d'auteurs et d'autrices. Alors, le livre, il est passé un peu sous le radar. Quand vous dites qu'il n'a pas fait d'efforts pour en faire peut-être la promotion, oui, de le mettre sur plusieurs tribunes, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Quoique, pour sa défense, je pourrais dire que la littérature au Québec... c'est difficile de trouver des tribunes pour en faire la promotion. Et c'est dommage. Oui. Parce que la culture en général, la littérature, entre autres, c'est un socle pour un peuple. Oui. Et donc, il devrait y avoir beaucoup plus de tribunes pour la littérature, la vraie. La vraie, je veux dire, pas des livres sur les chars de l'année ou pas des livres qui sont nécessairement écrits par des vedettes. Mais qui ont peut-être pas une valeur littéraire. Puis là, je veux pas dire, je suis en train de glisser là, sur une pente, parce que je veux pas dire que j'ai une valeur littéraire. C'est à vous de le déterminer. Mais en même temps, je comprends très bien ce que vous avancez, mais je pense que les gens, et puis je vais aussi fermer la parenthèse par la suite parce que je veux qu'on prenne le temps de parler de votre livre, mais on a le temps encore. Et je pense que les gens, quand même, avec la pandémie, s'il y a ça de beau, redécouvert non seulement les artisans de la culture au Québec et les livres, nos auteurs, nos autrices comme vous. Là. Je pense que les gens ont pu renouer. On avait le temps de lire, puis je pense que par la suite, il y a encore un intérêt qui est resté de ces débuts de pandémie. Est-ce que je me trompe peut-être? Bien, je ne sais pas. Moi, mais j'ai lu ça. C'est pas la première fois que je l'entends, puis je me suis réjouie en lisant ça, que oui, il y avait eu une recrudescence de lecteurs. Le lectorat a augmenté pendant la pandémie, puis tant mieux, mon Dieu. Tant Parce mieux. que moi, c'est ce que je ressens encore. Bien, c'est sûr que moi, étant un grand amant de la culture, mais j'ai autour de moi des gens qui lisaient peut-être un peu moins de littérature. Premièrement, ils ne consommaient pas vraiment de la littérature québécoise. Mm-hmm. Et se sont tournés. On a vu... au mois d'août, là, j'achète un livre québécois là, qui a battu des records de vente cette année. Et c'est pour ça aussi que je viens étayer un peu mon propos avec ça. Salomé Corbeau aussi, qui se mobilise pour la Fondation de l'alphabétisation, nous confirmait qu'elle sent, elle aussi, une recrudescence d'intérêt autour de la littérature québécoise. Alors, on se réjouit si ça peut justement permettre à votre livre d'avoir, disons, un regain, finalement, d'intérêt. Ouais. Et pourquoi, justement, vous l'avez revu et corrigé? Est-ce que ça, c'était... il y avait une volonté? Parce que avant d'ouvrir les caméras, vous m'avez dit il y avait des choses là-dedans qui n'étaient pas nécessairement, de ce que j'ai compris, en 2023, peut-être encore... est-ce que je ne veux pas m'avancer trop, là, mais c'est ce que vous m'avez dit. Mais c'était pas idéologique. Les corrections n'étaient pas idéologiques, pas du tout. Mais au tout début, j'avais la prétention qu'il n'y avait rien à corriger là-dedans. On se dit souvent là, que quand un livre est publié, là, c'est parce qu'il n'y a aucune faute. Moi, je vous dirais que ça m'arrive de lire dans la Pléiade. C'est quand même une grande maison d'édition. Ouais. Et puis des coquilles, on en trouve beaucoup des coquilles. Mais là, c'était plus que des coquilles. D'abord, j'ai coupé des choses. J'ai coupé des redites. Il n'y a rien de pire que des redites. J'ai coupé des redites. Qu'est-ce que j'ai fait? Là? Je me souviens d'avoir travaillé fort pendant un mois de temps. J'avais un lecteur privilégié qui est mon fils, qui me relisait à mesure, puis qui lui aussi me demandait de corriger des choses. Élaguer, clarifier, surtout des phrases trop lourdes. Bon. Et ensuite, mon éditrice,
qui est formidable, qui est d'une rigueur exceptionnelle, elle avait des choses à redire quand je lui ai remis ma version corrigée. Et ensuite, il y a eu des relecteurs, des réviseurs qui travaillent pour la Pleine Lune, qui avaient eux aussi des choses à corriger. Puis à chaque fois, je me disais, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. C'est incroyable. Mais la langue, c'est compliqué. Puis la langue française n'est pas facile. Non, j'avoue. Alors, ça peut être aride parfois. Verbalement et à l'écrit, c'est vraiment une langue pas facile. Mais en tout cas, vous semblez bien la maîtriser parce que, d'ailleurs, bon, Mathilde Brabant, on comprend, personnage central. Est-ce que ça vous a permis aussi ce recul-là plus d'une dizaine d'années, parce que c'est en 2011 la première parution? Est-ce que ça vous a permis aussi de prendre du recul par rapport à votre personnage central, par rapport à l'histoire? Est-ce que plus de tendresse, d'affection envers peut-être l'histoire originale aussi, en quelque sorte? Est-ce que ça vous a permis ça aussi? Bien, je l'ai redécouverte. Oui. Et puis, de quelle façon, par exemple? Bien, c'est-à-dire que... mais je ne veux pas me vanter, je ne veux pas avoir l'air prétentieuse, mais je suis tombée je suis tombée en amour avec Mathilde Brabant et je me suis rappelé à quel point je l'aimais. Mais je pense que tous les auteurs doivent s'attacher à leur personnage, même si on écrit des personnages monstrueux, ce qui n'est pas le cas de Mathilde Brabant. Mathilde est fine, c'est une femme fine. Ouais. Forte mais aussi, forte, déterminée dans une époque où... il fallait, là. Elle avait intérêt à être forte. Mais on peut écrire des personnages horribles moralement, mais il faut les aimer parce que si on les aime pas, le lecteur les aimera pas. Puis apprendre à aimer quelqu'un qu'on déteste, aimer un méchant, c'est pas facile. C'est un défi. C'est pas facile à écrire, puis c'est pas facile comme lecteur et comme spectateur. Oui, parce que vous avez parlé de Mathilde Brabant. Parlons de l'intrigue. On a encore évidemment du temps, parce que c'est une femme qui a une détermination incroyable, à une époque où justement les femmes dans les années 50-60 étaient résolues souvent à un rôle de second plan. Oui. Et puis, est-ce que vous vous êtes inspiré un petit peu de... Parce que votre père est un réalisateur, bon, il a œuvré au sein de Radio-Canada, était un des éléments importants des émissions jeunesse des années justement 60 qui fascinent tant encore plusieurs décennies plus tard. Est-ce qu'on s'est un petit peu imprégné de son passé, de son héritage familial pour construire l'intrigue de Mathilde de Brabant? Bien sûr. Oui? Bien sûr. Je vous corrigerai, 60, c'est déjà trop tard. Ouais. 54, première diffusion de Radio-Canada, Pépino et Capucine. Charlotte Boisjoli, ma mère, qui fait Pépino. Ma tante, mon oncle joue dans Pépino, mon père joue dans Pépino et il réalise Pépino. Alors, bon, déjà 54. J'ai vu ça, moi. Oui, reprise. Vous êtes jeune un peu. Oui. Oui. Alors, ben oui, c'est des précurseurs, autant au théâtre qu'à la télévision, autant mon père Fernand Doré que ma mère Charlotte Boisjoli. Oui, bien sûr. Et puis ma marraine Françoise Gratton, qui a fondé la nouvelle compagnie théâtrale qui est devenue le théâtre Denise Pelletier. Alors, j'ai grandi, je suis un enfant de la balle, là, comme on dit, j'ai grandi là-dedans. Alors, c'était facile pour moi d'abord de comprendre à quel point le métier d'acteur, c'est un métier difficile en partant. Tous les métiers sont difficiles, mais celui-là l'est encore plus parce qu'on peut obtenir ou perdre un rôle pour des raisons physiques. Oui. Et parce que vous avez une couette qui dépasse, vous pouvez pas avoir le rôle. Oui, c'est ça. Mais merci de me donner mon rôle, de me garder mon rôle quand même jusqu'à la fin de l'entrevue. Mais chose certaine, et c'est pour ça qu'elle a le nanisme. Là. Oui, elle est atteinte de nanisme. C'est une personne de petite taille. Exactement. C'est ça. Alors, elle est atteinte de nanisme. Elle a un talent foudroyant comme comédienne et elle devient une grande vedette de la radio à l'époque où on faisait des radioromans. Mais l'inauguration de la télévision, bien sûr, c'est une catastrophe pour elle. Mais après, on commence tout le combat de sa vie pour quand même connaître une carrière d'actrice malgré le handicap dont elle souffre. Contre vents et marées, elle réussit bien sûr à s'imposer quand même. Puis c'est bien contextualisé. Vous avez évidemment, vous l'avez exposé, vos proches, votre famille ont œuvré dans ces années-là. Fait que vous aviez un contact direct avec eux. Donc, il y a vraiment une réalité, un réalisme assez aussi probant, voilà, à la lecture. Alors, je vous remercie d'être passé.
sincèrement que le livre, cette fois-ci, ait la portée qu'il mérite. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. Merci, merci, merci.